Bonjour, bon matin tout le monde. On va parler d'un sujet qui est, ma foi, pas très réjouissant, mais qui est très présent dans l'actualité, malheureusement. Et en fait, l'angle de cette conférence ou cette mini-présentation, c'est de vous expliquer pourquoi ça prend des solutions régionales à un phénomène comme celui-là. Et nous, on travaille principalement donc, dans ce triangle-là, qui est souvent appelé le triangle nord de l'Amérique centrale, donc Guatemala, Honduras, Salvador, qui malheureusement est une zone où on a beaucoup de mouvements de population et avec ces mouvements, beaucoup de risques de terminer éventuellement dans des réseaux divers et variés, incluant la traite de personnes. Juste pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc Avocats sans frontières Canada, c'est une organisation canadienne qui existe depuis 2002. Qui a beaucoup évolué. On était 3 ou 4 au début et là on est rendu, selon les derniers chiffres, 140 je pense. Donc on a des bureaux un peu partout et on travaille essentiellement pour contribuer à la mise en œuvre des droits humains. En particulier, donc pour ce projet-ci, on travaille à renforcer les capacités des acteurs et actrices de justice, c'est ça le AAJ, pour lutter contre la traite donc dans cette région-là. Juste pour rappel, puis je n'irai pas dans la superbe définition de la Convention de Palerme qui est très, très, comme d'habitude, simple en droit, donc qui est très longue, mais juste pour rappeler à tout le monde, la traite souvent est malheureusement confondue, surtout par les médias d'ailleurs, avec le trafic d'êtres humains. Donc on va juste rappeler la traite, ce que c'est. La traite, c'est l'esclavage moderne, on en parle souvent comme ça malheureusement. Donc c'est le fait de recruter, transporter, etc. des personnes en utilisant toutes sortes de stratagèmes qui peuvent être aller de la fraude à des promesses de faux emplois, etc. pour les exploiter. Donc, le but ultime de la traite, c'est toujours d'exploiter la personne comme une marchandise le plus possible jusqu'à éventuellement soit la libération de la victime, soit son décès, malheureusement, la plupart du temps. Donc, c'est vraiment une forme d'exploitation et donc une violation tout à fait, une des pires violations de droits humains qu'on retrouve sur la planète. Malheureusement, c'est souvent juste vu comme un crime, la traite. Donc, on parle, c'est un délit, donc à partir du moment où on met la personne qui est responsable, entre guillemets, en prison, on constate on pense que la victime est réparée. Chez Avocats sans frontières, on a une position qui est tout à fait contraire à ça, où on dit la traite de personnes étant une violation de droits humains, la réparation, ça va bien au-delà que de mettre son auteur en prison. Et notamment par rapport à toutes les séquelles psychologiques, économiques et autres que ça implique. Pourquoi on parle ici, pourquoi je parle de la régionalité ou du fait que c'est important de le voir pas comme un phénomène national? Parce qu'en fait, ça c'est une classification qui est faite chaque année par le département d'État américain de comment vont les pays en matière de traite, c'est-à-dire est-ce que c'est des bons élèves ou des mauvais élèves, on va dire ça comme ça. Les verts étant supposément des bons élèves, pour résumer de façon outrageuse, les oranges étant c'est pas trop mal mais il faut encore faire des efforts, et les rouges étant très problématiques. Alors comme évidemment nos frontières sont poreuses, on peut bien être tranquille ou penser qu'on est tranquille à vivre dans le vert, nous au Canada. Malheureusement, quand on regarde un peu la situation de la région actuellement, tout ce qu'on a autour, et notamment donc l'Amérique centrale, le Venezuela qui est en rouge actuellement, vous le savez certainement à cause de l'actualité. Donc c'est tous des pays qui ont beaucoup d'efforts à faire pour arriver à des standards acceptables en matière de traite de personnes. Et c'est aussi des pays pour lesquels malheureusement les personnes, les femmes surtout et les filles, vont être à la fois victimes et à la fois dans toute la phase en fait du déplacement qu'elles vont avoir. Et je dis elles parce qu'on arrive aux chiffres un petit peu. Quelques chiffres simplement dans les Amériques. D'abord, constater que malheureusement, c'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur, ou en tout cas, il y a des gens qui vont dire que c'est juste plus détecté qu'avant, ou moi je dirais qu'il y a un peu des deux. 93% des victimes viennent de la région, ça c'est important parce que souvent on a encore cette image que la traite c'est des vieux monsieur bedonnants étrangers qui viennent consommer des petites filles dans les pays, et c'est pas vrai. Actuellement, les statistiques nous montrent que à la fois les victimes et les consommateurs et les auteurs des crimes viennent de la même région.
Donc en Amérique centrale, c'est des victimes femmes et filles surtout, comme vous pouvez le voir, 80%. Il y a beaucoup de mineurs là-dedans et elles sont essentiellement exploitées pour des fins sexuelles, donc la prostitution forcée notamment, entre autres. Et on constate aussi que 90% des accusés qui sont condamnés, alors après est-ce qu'on condamne que des locaux ou pas, on pourrait avoir un débat intéressant, mais en tout cas 90% viennent de la même région, c'est-à-dire de ces 3 pays-là, de cette région Sud-Amérique, et 90% viennent des mêmes pays et 10% viennent de la même région. Donc quand on met tout ensemble, il ne reste pas grand-chose pour les étrangers. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étrangers qui commettent les délits de traite, mais ça veut dire qu'en tout cas dans les condamnations, c'est essentiellement des condamnations locales actuellement. Un chiffre qui, si on est parent, fait peur un peu. Quand je le dis à mes collègues qui sont parents, ils n'aiment pas bien entendre ça. Mais il y a 67% des mineurs, et ça c'est un pays qu'on a pris au hasard, Guatemala, mais je suis sûre que si on prend le Canada, on va avoir des chiffres qui vont ressembler à ça. 67% des mineurs ont partagé des photos avec des inconnus sur des réseaux Internet, et 33% des photos de nus, et éventuellement ont terminé en étant des victimes de traite. Donc, encore une fois, l'aspect qui dépasse les frontières, malheureusement, parce que le recrutement dépasse les frontières, les criminels dépassent les frontières. Et donc, quand on va se promener sur un site de rencontre ou autre, que tout le monde utilise, et particulièrement les jeunes, les risques sont de plus en plus importants. Alors, pourquoi c'est régional? D'abord, les défis sont régionaux en soi. C'est-à-dire que le premier défi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. On en parle de la traite, mais quand on commence à essayer de trouver des chiffres et vraiment des statistiques qui sont fiables, c'est très difficile. Il y a peu d'échanges d'informations, c'est des dossiers qui sont hautement confidentiels. Pour des avocats comme nous, par exemple, observer un procès, c'est compliqué parce que c'est des procès qui généralement sont à huis clos, donc à porte fermée, pour des bonnes raisons, mais ça fait en sorte qu'il y a peu de visibilité là-dessus. Il y a beaucoup de confusion de la part des acteurs de la justice sur la qualification pénale. C'est un crime qui est très complexe, à la fois à prouver, à la fois à accuser. La plupart du temps, quand on regarde les chiffres des pays, ce qui se passe, c'est qu'on a un sous-registre des cas de traite parce qu'on a, par exemple, plein d'accusations pour proxénétisme aggravé ou des choses comme ça, mais peu pour la traite. Donc, dès que c'est un peu compliqué, on préfère aller, quand on est un procureur, par des délits qui sont plus simples à qualifier que la traite. Parce que la traite, il faut prouver tout ce que vous avez vu dans la définition d'avant. Donc, c'est beaucoup d'éléments à prouver. La collaboration, il y a une grande... Bon, mais ça paraît tomber sous le sens, mais je dis toujours aux procureurs, il faut que vous soyez régionaux et que vous bougiez et que vous échangiez parce que les criminels, eux, le font très bien. Donc, les criminels qui sont impliqués dans la traite sont tout à fait internationalisés, utilisent les bitcoins, utilisent la cybercriminalité, les réseaux, le dark web pour aller chercher des victimes. Donc, si nous, on ne se met pas à jour, ça va être difficile d'arriver à avoir une attention aux victimes qui soit efficace. Les statistiques, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sont souvent contradictoires. Les différentes institutions reportent de façon différente. Il n'y a presque pas d'études académiques, alors s'il y a des académiciens dans la salle, je vous implore, il n'y a presque pas d'études académiques sur le phénomène régional de la traite. Il y a beaucoup d'études sur les profils, sur un pays, mais sur comment ça fonctionne globalement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut trouver. Il y a peu de partage d'informations entre les autorités. La plupart des victimes, elles viennent souvent du pays voisin, etc., et elles bougent, et elles sont parfois retournées. Quand elles retournent, les pays ne se partagent pas forcément l'information. Donc, une fois que la victime... Et les pays, et je dirais les ONG non plus. Donc, une fois que la victime, elle passe dans un pays voisin, il ne se passe plus grand-chose en termes de suivi. Et ça, c'est problématique. Aussi, l'assistance, malheureusement, c'est presque uniquement les ONG qui la donnent dans ces pays-là, par manque de ressources des États, mais aussi par manque de volonté politique, on va se le dire. Donc, c'est souvent les ONG qui ont les hébergements, les shelters, etc. pour les victimes, pas vraiment les États. Et c'est très délicat d'avoir un shelter de victimes de traite parce que ça implique des choses de protection très importantes. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence au niveau légal régional, il y a des décisions un peu éparses. Les lois ne sont pas harmonisées, même si tous ces pays-là ont signé la convention. Et les coalitions qui existent ont peu de moyens en fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer d'aborder cet aspect-là? On essaie de prévoir des projets qui vont au-delà des frontières. Et ce n'est pas toujours facile. Ceux qui sont en coopération et qui ont des financements le savent. Avoir un projet régional, c'est compliqué. Mais par exemple, bon, évidemment, on organise des séminaires régionaux de formation de ces acteurs-là, des avocats, etc.
Là, c'est un séminaire où on était au Salvador il n'y a pas très longtemps. On avait regroupé les 3 pays. Donc, tous les procureurs, les avocats qui travaillent dans les dossiers, les juges pour qu'ils puissent se parler, se voir, faire des réseaux WhatsApp, etc. et échanger. Ça, c'est l'inauguration de une cour spécialisée au Guatemala de justice en matière de traite qu'on a appuyé aussi. Donc, appuyé en termes d'installer un tribunal spécialisé, ça coûte de l'argent. Il faut mettre des caméras pour que les victimes puissent témoigner à distance, etc. Donc, ça aussi, c'est des projets qu'on appuie. On forme les procureurs et les policiers. On les aide dans leur dossier. Ça, c'est un dossier qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps au Guatemala. On les forme comment enquêter, c'est quoi les techniques récentes, comment fonctionnent les criminels. Je veux dire, qui sait qu'à Montréal, par exemple, il y a à peu près une vingtaine de cacheurs automatiques de Bitcoin. Nous, on ne le sait pas, le commun des mortels. Mais les criminels le savent très bien, par contre. Donc, il y a des échanges qui se font et nous, on doit échanger ça parce que sinon, la lutte va être très compliquée. Ça, c'est une réplique de formation de la procureure générale du Salvador, si je ne me trompe pas, qui a eu une formation par Avocats sans frontières et qui est en train de répliquer à ses propres futurs collègues. Donc, on fonctionne beaucoup par formation en réplique aussi régionale. Quelques pistes, parce qu'on ne finit pas sur une note positive, ça va pas être très aspirant. Alors, quelques pistes. Le litige stratégique, c'est très compliqué. Souvent, nous disons, oh là là, litige stratégique, nous, on fournit des services légaux, mais le litige stratégique, c'est des dossiers qui prennent 10 ans, 15 ans, c'est compliqué, on ne fait pas ça. Mais le litige stratégique, c'est très, très efficace pour changer la jurisprudence, pour changer les mentalités, pour changer les standards. Donc, quand on fait un litige et que le litige va avoir un impact, pas sur une personne, mais sur 50 000, cette décision-là de justice qui éventuellement aura lieu devant la Cour interaméricaine va servir à beaucoup de victimes dans la région. Donc, ça, c'est très intéressant. Appuyer les initiatives régionales. Donc, les coalitions, actuellement, par exemple, il y a un réseau régional latino-américain qui s'est créé de procureurs spécialisés en lutte contre la traite. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne sont pas très connus, ils ne sont pas très appuyés. Donc, toutes les initiatives de la coopération qui peuvent appuyer ce genre de mécanisme-là, c'est très, très efficace. Échanger les bonnes pratiques entre nous aussi, les ONG aussi, celles qui assistent les victimes. Souvent, quand on donne du temps ou de l'appui psychologique à des victimes, on pense juste à notre aspect national. Donc, c'est ici. Mais qu'est-ce qui se passe après? Comment on fait le lien avec une autre organisation dans un autre pays qui peut-être va recevoir cette victime-là quand elle va repartir chez elle? Est-ce que ce suivi-là est prévu dans les projets? Parfois, non, parce que c'est compliqué, mais c'est très important. Créer des approches de réparation et d'aide intégrale et régionale, ce que je viens de dire. À la fois, nous, on ne fait que du légal, mais on ne travaille jamais qu'avec des avocats. C'est-à-dire, une victime, elle est prise en charge pour qu'elle puisse supporter un procès de traite. Il faut qu'elle soit prise en charge psychologiquement, socialement, économiquement et légalement pour que ça fonctionne. Le légal tout seul, ça ne fonctionne pas parce qu'au bout d'un moment, les victimes se tannent, en bon québécois, et partent. Mais le psychosocial sans le légal, ça ne fait pas changer trop les choses non plus. Donc, il faut vraiment une approche intégrale. Réaliser des études régionales, ça serait bien d'avoir plus de données sur ce qui se passe. Renforcer les capacités des procureurs et des policiers sur des choses très complexes finalement, mais qui sont très présentes dans la réalité de ces criminels-là. Donc tout ce qui est cybercriminalité, le blanchiment d'argent. Je dis tout le temps à mes procureurs, les grands criminels des derniers siècles ne se sont jamais fait attraper pour leur crime principal. Si on regarde dans l'histoire, Al Capone et d'autres, généralement se sont fait harponner pour des fraudes fiscales, du blanchiment ou d'autres choses. Parce que ces criminels-là ne font pas que de la traite. Ils commettent des délits connexes, notamment de blanchiment d'argent, parce que ça génère énormément d'argent, ce crime-là. Après, l'argent, il faut en faire quelque chose, il faut le blanchir. Et donc, il y a forcément des crimes connexes qui peuvent être mieux travaillés. L'expérience canadienne, notamment l'expérience interprovinciale, est très intéressante. Nous, on travaille de la main avec le SPVM, avec la GRC et avec d'autres institutions canadiennes. Parce qu'en fait, au Canada, vu qu'il y a tellement de lois différentes et de normes différentes entre les provinces, ils ont déjà cette expérience-là de coordonner un peu mieux leurs actions. Et il y a beaucoup de Québécoises, notamment, qui sont traitées à l'extérieur du Québec.
Ça, c'est une donnée, en parlant avec les policiers, que moi j'ignorais, mais qui m'a dit les petites Québécoises, malheureusement, sont très appréciées des clients, notamment en Alberta et notamment en Manitoba. J'étais très étonnée, je ne m'attendais pas à ça. On s'attendait au Grand Prix, à Montréal, tout ce qu'on connaît, mais pas à ça, mais oui, c'est ce qui se passe. Connecter les ONG régionales qui travaillent avec les victimes, très important. Donc, s'il y a des organisations qui travaillent cette thématique-là, vous le savez, vous faites un mapping de la situation, essayez de travailler en collaboration. Et finalement, renforcer la coalition régionale. Il existe une coalition régionale qui réunit le Belize, le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama et la République, qui sont des pays qui ont toutes de la traite, des victimes de traite. Mais ils ont peu de moyens et ils ne sont pas très formés, donc c'est important d'avoir une espèce de pensée pour aussi qu'est-ce qui existe déjà. Et je crois que... Eh oui, ça finit. Et voilà, merci.